La course pour retrouver l'auteur du meurtre de Charlie Kirk s'intensifie. Découvrons la suite. Poursuite, peine de mort, responsabilité légale. Quels sont les plus grands impacts de ce meurtre? Nous allons inviter un grand invité pour en discuter. L'un des meilleurs experts juridiques à la télévision, l'analyste juridique principal de Cable News Network, Elie Hoenig. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Parfait, continuons l'analyse de la fusillade de Charlie Kirk à l'Université de la Vallée de l'Utah. Aujourd'hui, le FBI a diffusé une nouvelle photo d'une personne d'intérêt liée à ce meurtre et invite toute personne ayant des informations à appeler le 1-800 FBI. Dans une publication sur X, le FBI a annoncé offrir jusqu'à 100 000 $ pour toute information permettant d'identifier et d'arrêter le ou les auteurs du meurtre de Charlie Kirk le 10 septembre 2025 à l'Université de la Vallée de l'Utah à Orem. Contactez le 1-800, appelez le FBI. Le FBI a aussi donné aujourd'hui plus de détails en conférence de presse sur les déplacements des tireurs, les empreintes de paume, l'arme retrouvée et les pistes reçues. Allez voir notre nouvel épisode publié aujourd'hui. J'interviewe l'ex-agente de la CIA et du FBI Tracy Wilder et il y a aussi des extraits de cette conférence de presse. Vraiment captivant. Mais la question maintenant, ce dont nous voulons parler tout de suite, c'est si et quand ils attrapent ce tireur, que se passe-t-il? Il existe de nombreuses conséquences et impacts juridiques à comprendre. Et je vais vous dire, c'est choquant. Ce qui devait être un événement public en plein air, avec environ 3000 personnes, où cet activiste conservateur et cofondateur de Turning Point États-Unis d'Amérique allait simplement débattre avec les personnes présentes, vous savez, sur la politique, la culture et les points de vue sociétaux. Au lieu de cela s'est transformé en violence totale. Le dernier mot qu'il a prononcé avant d'être abattu, il parlait de fusillade. À quel point est-ce ironique? Sa dernière parole a été violence, puis il a été abattu. Maintenant, ces événements horribles qui se sont déroulés hier, c'est encore, je ne vais pas vous mentir, c'est gravé dans ma tête, surtout si vous regardez ces vidéos. C'est probablement aussi dans la vôtre. Ces vidéos qui ont circulé en ligne, elles sont très difficiles à oublier. Et d'ailleurs, cela vient de quelqu'un qui couvre les horreurs de ce monde au quotidien. J'ai dit cela sur les réseaux sociaux hier. Mais s'il vous plaît, pensez à la famille et aux amis de Charlie Kirk qui doivent maintenant affronter une nouvelle réalité, une réalité dont les victimes et leurs proches parlent à chaque affaire que nous couvrons. Ils vivent une nouvelle réalité faite de douleur, de perte et de confusion. Pensez à eux. Je dis cela car il faut aussi considérer l'impact des conséquences juridiques sur la famille et les amis de Charlie Kirk, n'est-ce pas? Un procès? Au moment où cet enregistrement a été réalisé, les forces de l'ordre n'ont pas encore arrêté ce tireur. Mais si et quand ils le feront, que se passera-t-il ensuite? Comment garantir une poursuite réussie? Que font-ils en ce moment? Nous évoquons la peine de mort comme option. 2 personnes ont été placées en garde à vue hier. Que leur arrive-t-il? L'Université de la Vallée de l'Utah doit-elle répondre à des questions sur la sécurité? CBS News rapporte qu'une porte-parole de l'université indique que le tir fatal ayant traversé le cou de Charlie Kirk provenait d'un bâtiment voisin à 200 mètres de Shernacomna. Nous avons entendu le FBI qui a déclaré que le tireur s'est rendu sur ce toit. C'est un bâtiment offrant des services et du soutien aux étudiants. Comment y a-t-il eu accès? Je dis tout cela, mais maintenant je veux inviter un invité vraiment spécial pour discuter, quelqu'un qui n'est jamais venu ici auparavant. Je vais lui évoquer les conséquences juridiques potentielles et l'impact ici. Nous sommes rejoints par celui que je considère, à mon avis, comme l'un des meilleurs analystes juridiques de notre secteur. L'un des meilleurs que j'ai vus. Le principal analyste juridique de Cable News Network, Elie Hoenig, ancien procureur fédéral et d'État pendant 14 ans, et surtout, la raison pour laquelle nous avons pu avoir Elie avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il est l'auteur d'un nouveau livre incroyable. Il m'a donné un exemplaire en avance. Oui, je me sens privilégié. Il s'intitule « Quand on s'attaque au roi », à l'intérieur de la traque du président par le ministère de la Justice, de Nixon à Trump. Elie Hoenig me rejoint. Ravi de te voir et merci pour ta disponibilité. Merci de me recevoir. Merci pour cette introduction très aimable. Toi et D'ailleurs, toi et moi partageons la distinction d'être tous les deux les remplaçant de Sirius XM. Parfois, on m'appelle pour me dire « Jesse, c'est super quand tu remplaces ». Je réponds « Presque, mais c'est l'autre gars ». Tu ne dis pas simplement merci.
Parfois, je laisse juste passer. Je ne me perds même pas. Je vais. Je le prends, merci, et on ne parlera plus de Charlie Kirk. Scénario. Je ressens la même chose que toi, je suis physiquement dégoûté par ce qui s'est passé. Tu as raison, il faut penser aux victimes. J'ai déjà traité des affaires de meurtre et vu des scènes. J'ai vu des autopsies, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est profondément traumatisant. Et j'aimerais que les gens respectent cela. Et tu sais, tu parles de meurtre tout le temps. Tu parles de crime. Je veux dire, on n'a pas toujours de preuves vidéo du meurtre, n'est-ce pas? Souvent, on ne possède même pas les photos de la scène. Ce qu'on a vu hier, je prie pour que sa famille ne l'ait jamais vu. Je suis d'accord. C'était vraiment difficile, tu ne peux pas. Empêcher les gens de le publier, mais les réseaux sociaux peuvent le retirer. Nous avons tenté de capturer ces conférences de presse et annonces au plus vite. Un outil utile est Plod Intelligence Artificielle avec son nouveau produit, le Note Pro, idéal pour les réunions. Le Note Pro est un assistant de réunion intelligence artificielle de la taille d'une carte de crédit. Fin, portable. Il s'intègre parfaitement à votre téléphone et se fixe à l'arrière. Il est très utile pendant les séances de brainstorming pour planifier de nouveaux épisodes ou interviews. Il capte les voix à 5 mètres, filtre les bruits de fond et enregistre en continu jusqu'à 50 heures. Mais voici le vrai changement. Il capture tout, audio, photos, notes, points forts. L'application génère ensuite des résumés structurés, des analyses et des tâches à partager avec votre équipe. Et avec DemandePlod, c'est comme avoir un second cerveau. Il peut rédiger des emails de relance, extraire des rapports de données, vous aider à faire du brainstorming, tout cela en fonction du contexte de vos réunions. Note Pro offre la tranquillité d'esprit grâce à un écran affichant l'état d'enregistrement et à Apple Find My. Il propose un transfert rapide et respecte les normes de confidentialité, ce qui me rassure même pour les sujets sensibles. Et si vous êtes comme moi et que vous voulez tirer le meilleur parti de votre temps, il est temps d'essayer le Plod Note Pro dès maintenant. Obtenez 10% de réduction sur Plod Note et sans code numéro d'identification personnelle avec le code GC en cliquant sur le lien ou scannant le QR code. Nous allons discuter des preuves possibles lors d'un procès. Mais avant, je dois parler du livre que j'ai commencé à lire. Il est génial. Et je te disais, je ne savais pas exactement de quoi il allait s'agir. Je pensais que ça allait seulement parler des enquêtes en cours. Mais tu parles de tout, donc tu parles du Watergate. Tu cites Bill Clinton, Ken Starr, James Comey, Hillary Clinton et les enquêtes de Robert Mueller, Jack Smith, John Durham, Robert Hurd, David Weiss. Tu évoques l'importance du bureau du procureur spécial. Pourquoi as-tu écrit ce livre? J'adore raconter ces histoires, tu sais, j'en ai suivi plusieurs depuis Mueller. En discutant avec les vrais participants, j'étais procureur, comme tu l'as dit, durant 14 ans. Cela m'a ramené à ça, mais aussi à parler au vrai procureur du Watergate. Ce qui se passait dans ce bureau le dimanche matin après le massacre du samedi soir. S'entretenir avec des personnes des deux camps dans l'affaire Clinton-Ken Starr ou impliquées dans les affaires récentes jusqu'à celle de Jack Smith. Ça m'a ramené à mon rôle de procureur. Et j'adore raconter ces histoires parce que, premièrement, je pense qu'elles sont tout simplement divertissantes en soi. Je pense pouvoir apporter une contribution à l'histoire grâce à de nouveaux éléments présents dans ce livre. Mais troisièmement, je pense que cela nous en dit long sur nous-mêmes, sur qui nous sommes, en tant que société, en tant que communauté, où se situent nos lois, où sont les limites extérieures de nos lois, et comment nous procédons lorsque nous sommes confrontés à ce problème insoluble qui consiste à devoir enquêter sur le président. Où cela nous mène-t-il à partir de là ? Notre public, très intelligent, s'intéresse au fonctionnement des enquêtes, aux coulisses et aux décisions des procureurs. Je pense que cela va vraiment les intéresser. Vous expliquez pourquoi vous avez choisi ce titre, à cause de la pression et du danger auquel fait face un procureur spécial visant un président ou un haut responsable, ce qui est souvent négligé. Votre public sera sûrement composé uniquement de fans de Very IRE, la série de Wire. J'ai évidemment tiré cela de là. Walmart, c'est une excellente émission. Ouais, si tu t'attaques au roi, il ne faut pas le rater. Bien sûr, ce sentiment remonte à bien avant Omar. Je pensais que ça venait de là. Oui, honnêtement, mais je pensais que ça venait des philosophes. Oui, tu sais, les enjeux sont très élevés dans ces affaires, mais tu vois certaines tactiques. Des personnes m'ont fait des aveux intéressants, par exemple celui-ci. Le livre débute avec Jill Wine-Banks, alors âgée de 30 ans en pleine forme et unique femme de l'équipe du Watergate. Et elle m'a dit, je savais que ce n'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, mais je sentais que je devais le faire. Elle photocopiait des éléments clés, comme des notes et mémos, et les rapportait chez elle, mais pas de preuves physiques.
Elle a dit que d'autres personnes faisaient de la même chose et stockèrent les photocopies dans une boîte en carton chez elle. Et le livre s'ouvre sur une scène où son domicile vient d'être cambriolé. Oh, Non. sa première pensée, oh là là, je vais laisser tout le monde en suspens. Voilà pourquoi on ne doit pas le laisser là. D'accord, mais sa peur, selon elle, c'est qu'on était peut-être à la limite de la règle 68, comme les règles de confidentialité du grand jury. Peut-être qu'on l'a même enfreinte. Mais on avait peur que les sbires de Nixon débarquent et mettent le bureau à sac. Et on s'est dit qu'il nous fallait une assurance. Et d'ailleurs, il y a un grand écho à ça. L'équipe de Mueller, plus de 40 ans plus tard, a commencé à mettre en place un système où leurs fichiers étaient téléchargés sur un serveur externe, un serveur séparé. Même peur, même inquiétude. J'adore ces décisions stratégiques qu'ils doivent prendre et ils expliquent leur choix. L'une des choses que j'aime vraiment chez toi en tant qu'analyste juridique, c'est que tu prends ces sujets compliqués et tu les simplifies, non seulement pour que ce soit facile à comprendre, mais aussi pour montrer ce qui compte vraiment. Que de vrai? Qu'on retienne, certains passages de ton livre font se demander quoi en penser, mais tu dis clairement ce qu'il faut en penser. Il y a quelque chose. Tu dis aux gens l'essentiel à retenir. Donc il y avait une partie, la section dit. La seule chose dont on se souviendra probablement le plus de l'enquête du procureur spécial Robert Hur sur Joe Biden, c'est les histoires de vieil homme. En réalité, Biden, alors président, a tout juste échappé à une inculpation pénale recommandée. Ou bien, vous ouvrez un chapitre en disant simplement « Jack Smith n'a jamais eu la moindre chance ». Maintenant, quelles sont les idées fausses que vous souhaitez clarifier à propos de tout cela? Quel est le point principal de certains de ces sujets sur lesquels vous essayez d'insister pour que les gens s'y concentrent vraiment? Oui, donc je pense que ce sont de très bons exemples, n'est-ce pas, Jack Smith? J'ai été critique envers certaines de ses actions. Je pense qu'il a vraiment bien fait certaines choses, mais le vrai problème avec Jack Smith, c'est que ce gars n'a jamais eu une chance parce que Merrick Garland a perdu plus de 2 ans avant de vraiment le mettre en place. Et si vous faites le calcul, et d'ailleurs je l'avais écrit et dit à l'avance, il n'y avait absolument aucune chance qu'il puisse faire inculper et juger cette affaire avant l'élection de 2024. Donc, malgré tout ce qu'on dit sur le fait qu'il fait bien ou mal les choses, il n'y a jamais vraiment eu de chance qu'il y arrive. Vous le sauriez si vous étiez procureur. Et concernant l'affaire Robert Hur et Joe Biden, tout le monde était concentré, n'est-ce pas? Robert Hur a écrit dans son rapport final en recommandant de ne pas inculper. Il a écrit qu'il était un homme âgé avec, vous savez, peu importe, une mémoire défaillante. Et il a finalement eu raison à ce sujet. C'est un point, mais c'est la seule chose sur laquelle tout le monde était concentré. Je lis son rapport en pensant, Joe Biden savait pour les documents classifiés, mais il l'a nié. On sait maintenant qu'il le savait car il a été enregistré disant que tous les documents classifiés sont en bas. Il existe un scénario où Robert Hur aurait pu recommander une inculpation pénale de Joe Biden, même s'il ne pouvait pas l'inculper car il était président en exercice. Ça aurait été... Si tu veux parler de quelque chose qui aurait vraiment provoqué un séisme, ça aurait provoqué un séisme. Donc, tu sais, je pense, écoute, je fais partie des médias et on a tendance à se concentrer sur certaines choses, mais parfois, ce qui se cache en dessous, c'est la vraie histoire. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, et je vais dire à tout le monde où ils peuvent acheter le livre, mais pour ceux qui se disent « Tu sais quoi, la politique, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je m'intéresse plus aux enquêtes. Je m'intéresse plus aux crimes. » Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait en fait de véritables crimes qui faisaient l'objet d'une enquête, n'est-ce pas? Pour ceux qui s'intéressent au true crime, que leur diriez-vous? Je veux dire, ce livre va vous emmener dans les bureaux du procureur. Ce livre vous emmène dans... Si vous voulez savoir comment les procureurs du Watergate réfléchissaient à la manière de poursuivre les enregistrements de Nixon. Comment interroger les proches de Nixon en tenant compte de la dimension politique. Vous découvrirez cela dans ce livre. Comment s'est déroulé le face-à-face entre Ken Starr et Bill Clinton et comment rejoindre leur équipe. Je vous emmène dans la pièce où Bill Clinton est interrogé devant la caméra pour le grand jury, d'accord? C'est ce moment célèbre. Oh oui! Et la phrase célèbre de Clinton était « Cela dépend de ce que signifie S ». J'ai interrogé le procureur qui avait questionné Bill Clinton et lui ai demandé son ressenti. Sa réponse était excellente. C'était Joe. Eh bien, vous n'avez pas à me le dire. Laissez-moi vous dire, parce que... C'est amusant. Je ne vais pas tout dévoiler, mais la déposition a duré 4 heures après de longues négociations. Le procureur Saul Weissenberg a déclaré « Jusqu'à ce moment-là, il nous dominait ». Il a ajouté « Cela faisait 3 heures ». Nous ne l'avions même pas effleuré. Il dit « Mais la façon dont il a dit ça était tellement mielleuse, je paraphrase, que si ça avait été un procès devant jury, je me serais tourné vers... C'était un ancien procureur. Je me serais tourné vers le jury. Vous y croyez ?» Ouais, et... Il affirme que c'était la seule chose mémorable. J'ai aussi évoqué l'équipe juridique de Clinton, leur stratégie et des surprises pour l'inchise pour Ken Starr. J'ai grandi dans ce monde comme procureur, à monter des dossiers, utiliser des tactiques et mener des enquêtes. C'est très présent ici.
Où les gens peuvent-ils acheter le livre? Partout. Il sera officiellement disponible le 16 septembre, mais si vous le commandez aujourd'hui, il arrivera le 16 septembre. Amazon, Barnes & Nobles ou votre libraire indépendant, peu importe. Je voudrais un vrai exemplaire de ce livre car le manuscrit que tu m'as donné s'est désintégré, la colle s'est détachée. Oui, c'était les premières versions. C'est solide et ça tient bien. Ce ne sont pas des pages vides, c'est solide. Je vais signer, j'espère que tout le monde pourra voir. Quand on attaque le roi, par Eli Honeck. Maintenant, parlons de Charlie Kirk. Tu m'as parlé de ça, c'était l'une des choses les plus explicites et troublantes que tu aies vues depuis longtemps. Première question, les procureurs interviennent-ils à ce stade? Oui. Comment ça marche? J'imagine donc que cela pourrait être le bureau du procureur du comté d'Utah, peut-être le bureau du procureur du district du comté de Salt Lake. Que font-ils en ce moment? Oui, les procureurs sont impliqués. Je suis certain que ceux de l'État de l'Utah et les fédéraux le sont aussi. Impliqués. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation pour le moment. Exact, exact. Vous vous demandez peut-être pourquoi un procureur serait impliqué. Il doit collaborer avec les agents du FBI sur la stratégie. Je veux dire, écoutez, moi j'ai travaillé avec le FBI tous les jours. Mon approche a toujours été, vous êtes la référence pour l'enquête, moi au tribunal, mais il faut qu'on se consulte mutuellement. Un agent du FBI peut donc vous demander, s'il trouve une voiture, que faire? Faut-il un mandat? Peut-on entrer sans mandat? Existe-t-il une exception? Vous devrez de toute façon être consulté et intervenir. Il faut des assignations à comparaître délivrées par le procureur pour obtenir les données de la compagnie de téléphone ou de l'opérateur du site cellulaire. Vous voulez être impliqué pour éviter qu'il ne commette des erreurs avec Miranda, comme lire ses droits, n'est-ce pas? C'est fait. Il parle, a mentionné un avocat et est à l'arrière de la voiture. Peut-on continuer à lui parler? Vous savez, il y a toutes ces choses sur lesquelles vous devriez absolument consulter un procureur. Les avocats sont-ils présents, par exemple, sur la scène du crime? Si quelqu'un est amené, est-ce que... Ils viennent? Ils viennent peut-être pour l'interrogatoire? Tu pourrais l'être, ouais. Je veux dire, écoute, s'ils ont quelqu'un et qu'ils le retiennent hors site, tu pourrais clairement être amené là-bas. Conduire jusque-là. Mais tu sais, c'est une sorte de division intéressante entre l'État fédéral et les États. Au bureau du procureur des États-Unis, les fédéraux disaient souvent « Tu ne vas pas sur la scène du crime, c'est amateur ». Tout ce que tu peux faire, c'est devenir toi-même un témoin. Et si tu vois quelque chose, tu ne veux pas devenir un témoin, sinon tu es retiré de l'affaire. Les procureurs d'État ont plutôt tendance à aller sur les lieux. Il y a un vrai débat pour savoir si c'est intelligent ou non. Mais écoute, s'il disait « On a quelqu'un en garde à vue, on pense que c'est le gars, on l'interroge. Viens, franchement, j'y serai en une seconde. » D'accord. Admettons qu'il y ait une arrestation. Que se passe-t-il ensuite au niveau de l'État? À quoi t'attends-tu concernant l'inculpation et la procédure pénale? Donc, je m'attends à ce qu'il soit inculpé à la fois dans l'État de l'Utah et au niveau fédéral. Maintenant, J'allais justement poser cette question. En principe, la politique fédérale écrite s'appelle la politique Petit, nommée d'après une ancienne affaire. Elle dit que si les autorités de l'État ont déjà apporté des accusations, en général, pas toujours, mais en général, nous n'ajoutons pas nos propres chefs d'accusation. Ici, je pense que l'intérêt est tellement élevé, l'intérêt public, que moi, et vu ce que nous avons entendu du ministère de la Justice et du Président, je m'attends pleinement à voir les deux. Il y aura des chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans l'Utah, clairement prémédités et sans légitime défense. Il n'y a pas de crime passionnel ou ce genre de choses. Mais pour que cela atteigne le niveau où la peine de mort est possible, il faut un facteur aggravant. Et je regardais justement ces facteurs aggravants hier. Celui qui, selon moi, s'applique probablement le plus, beaucoup d'entre eux ne s'appliquent pas si vous avez tué un agent des forces de l'ordre ou si vous aviez plusieurs victimes. Mais si, en tuant quelqu'un, vous mettez d'autres personnes en grave danger, ils diront qu'en tirant avec un fusil sur une voiture, on peut toucher plusieurs personnes. Balle. Des fragments peuvent exploser. Je pense qu'ils vont s'en servir pour aggraver la situation et la rendre passible de mort. Mon jeune fait la même chose. Ces procureurs, On dit la même chose, bien que cela visait directement Brian Thompson. Il y avait ce proche. témoins, On dit qu'à chaque tir, des ricochets peuvent survenir. donc Je suis d'accord, c'est sûrement ce qu'ils feront pour l'aggravation. Nous en parlons car le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox, a affirmé en conférence de presse « Nous avons toujours la peine de mort ». Et si cela complique l'affaire au point de la rendre passible de la peine de mort? il faut passer par une seconde étape. Bon, laissez-moi d'abord parler de l'État, puis je parlerai du fédéral. Bien sûr, il faut toujours avoir une procédure de procès distincte. C'est donc le seul endroit où le jury fixe réellement la peine dans notre système. Donc d'abord, le jury va décider de la culpabilité ou non. Supposons qu'il le déclare coupable. En général, on garde le même jury et on annonce la phase de la peine. Puis, on évoque les circonstances aggravantes et atténuantes, comme son trouble mental, la préméditation et la cruauté de l'acte. Et ensuite, le jury décidera oui ou non pour la peine de mort ou la prison à vie. Donc, c'est dans le
Mais cela rend aussi la procédure plus longue, beaucoup plus longue, c'est certain. Ça l'allonge. Tu sais ce que ça fait? Dans le système fédéral, ça donne un jury qualifié pour la peine de mort, avantageant l'accusation. Les avocats de la défense détestent ça, parce que réfléchis-y. Et encore une fois, c'est pareil dans le système fédéral, il faudrait le juger, obtenir un verdict de culpabilité, puis passer à la phase de la peine. Mais quand tu sélectionnes ton jury, tu dois leur demander: êtes-vous capable de recommander la peine de mort pour un autre être humain? Si la personne répond qu'elle ne pourrait jamais faire ça, elle est exclue. Réfléchis à l'impact sur ton groupe de jurés. Si tu es procureur, parfait. Je n'ai que des gens prêts à imposer la peine de mort. Les avocats de la défense n'aiment pas ça car, selon eux, on élimine leurs meilleurs jurés, ceux qui affirment qu'ils ne pourraient jamais tuer quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a moyen d'éviter ça. On pourrait faire venir des jurys séparés, mais au fédéral, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'une accusation fédérale? Mangione a été accusé de meurtre par harcèlement. C'est similaire? Donc le truc, c'est que, et je pense que ça pourrait être un problème, dans l'accusation contre Mangione, le harcèlement ne veut pas simplement dire que tu les suis partout. Oui, n'est-ce pas? Je sais exactement ce que tu vas dire. Oui, ça veut dire lui faire raisonnablement peur. C'est exactement ça, oui. Donc, Je ne sais pas pour Brian Tom, sauf s'il y a des preuves inconnues. Brian Thompson, la victime de Luigi Mangione, savait. qu'il était traqué. Donc, petite parenthèse, j'étais justement à CrimeCon et nous en avons parlé. Certains avancent qu'entre le premier et le deuxième tir sur Brian Thompson, il savait qu'il allait mourir. Waouh! Cela a été un argument juridique, donc c'est différent. Là, il s'agissait d'un seul tir dans le cou, d'accord. Mais il avait une sécurité, il a parlé de menaces de mort, d'accord. Laissez-moi vous donner quelques autres pistes fédérales possibles que nous pourrions Proposer. Cela dépend si l'arme était détenue légalement. Si l'arme était un fusil à canon scié ou avec un numéro de série limé et que la personne était criminelle ou ex-criminelle, il existe plusieurs moyens pour qu'elle devienne un détenteur illégal au niveau fédéral. Dans ce cas, elle utiliserait alors cette arme illégale pour tuer quelqu'un. Attendons de voir. Les détails sur l'arme à feu seront très importants, c'est essentiel. Deuxièmement, s'il l'a fait, je ne vois pas d'autre crime fédéral, sauf si cela visait à en faciliter un autre ou impliquait un passage de frontière d'État. Il faudra donc savoir d'où venait cet homme et comment il est arrivé dans l'Utah. Cela décidera si nous aurons des accusations fédérales. Qu'est-ce que vous pensez de ce à quoi cette poursuite pourrait potentiellement ressembler? Et c'est une question très difficile que je vous pose parce que nous ne savons même pas qui est le suspect, ni quelles sont les motivations. Il y a eu des informations selon lesquelles les balles auraient pu avoir des gravures concernant Des commentaires antifascistes. commentaires sur les personnes transgenres selon le Wall Street Journal. Mais vous avez tellement de témoins. Eh bien, peut-être des témoins au moins du crime, pas forcément du... Tireurs. Donc, Tant de vidéos différentes, tellement d'images de caméras différentes. En tant que procureur, je veux dire, comment seriez-vous même à traiter une affaire comme celle-ci et à essayer de trouver les preuves pertinentes pour poursuivre? il me semble que ce serait très probablement une défense basée sur l'identité, non? Une fois que vous concluez que c'est lui, je ne vois pas quelle défense il pourrait avoir. Et oui, il vous faut votre vidéo de surveillance, mais les vidéos de surveillance, on l'a déjà vu. Vous savez? Ça pourrait Être n'importe qui. Mais ce sont les analyses médico-légales qui vont faire la différence. Ce seront les correspondances de balistique. Tu sais, entre le fusil et, s'il y a des douilles, s'ils peuvent récupérer des fragments, s'il y a une balle, elle ne sera probablement pas testable de quelque manière que ce soit. Elle s'est probablement fragmentée, tu sais, en trop de morceaux. Mais la balistique, si tu relis cette arme à la personne par empreinte, acide désoxyribonucléique ou achat à son nom, c'est possible. On ne sait pas. Ou quelqu'un qu'on peut relier à lui pourrait l'avoir acheté. Donc, examine l'arme elle-même, regarde les éléments de la police scientifique autour de la scène. Si un cheveu est tombé, s'il porte un chapeau, un gant, quelque chose comme ça, tu vas vouloir envoyer ça au laboratoire. Et ensuite, tu as les identifications visuelles. Par exemple, oui, le mieux, c'est si quelqu'un connaît la personne. C'est moins idéal si tu dis que « je ne connais pas ce type, mais je l'ai vu et c'est ce gars-là ». C'est mieux si tu dis « ah, je connais ce gars, c'est John Smith. Il habitait sur... vivait dans le dortoir, au bout du couloir. » Tes problèmes d'identification sont alors bien plus simples. Au fait, juste pour revenir un instant, as-tu déjà vu une accusation si c'est un assassinat politique? Donc, il y a des accusations de terrorisme dans beaucoup de systèmes étatiques. Si ta motivation était d'essayer d'influencer ou de terrifier le public et la politique publique, D'accord. mais il faut garder à l'esprit qu'au niveau fédéral, c'est un détail étrange, mais la loi fédérale a une définition du terrorisme intérieur, et pour moi, cela semble correspondre.
C'est que, en gros, si vous commettez un acte parce que vous essayez d'influencer ou d'intimider la politique publique et tout ça, le problème c'est qu'il n'y a pas de crime associé à cette définition. C'est juste une définition qui flotte sans rien. Il n'y a pas de crime fédéral. Ça paraît fou. Aucun crime fédéral de terrorisme intérieur n'existe. Vérifiez sur Internet. Un article de loi définit le terrorisme intérieur comme ABC, mais aucun crime n'y est associé. Utilisez une infraction liée aux armes à feu ou intérêt étatique ou un crime d'État pour une accroche fédérale. Vous avez parlé de cette collecte de preuves plus tôt, non? Donc, l'arme à feu, les empreintes de paume, les empreintes d'avant-bras, les traces de chaussures, les images de vidéosurveillance. Quels problèmes juridiques les procureurs rencontrent-ils pour garantir la bonne collecte, l'absence de contamination et la présentation correcte des preuves lors d'un procès? Oui, donc la première chose, c'est qu'il faut maintenir l'authenticité, la sécurité et la chaîne de possession, n'est-ce pas? Les agents des forces de l'ordre ne doivent pas manipuler les preuves n'importe comment. Vous devez veiller à ce que la personne qui découvre une preuve ou un document le conserve intact, le photographie ou le filme sans le contaminer en prenant les précautions nécessaires. Et vous savez, ce sont des choses basiques, mais c'est important, n'est-ce pas? On scelle le tout, on signe le sac, n'est-ce pas? Normalement, vous apposeriez vos initiales ou signeriez directement sur le sac de preuve. Si vous allez transférer la garde de la police de l'État de l'Utah au FBI, cela doit être documenté. Vous devez être capable de prendre chaque pièce à conviction et de la retracer depuis la salle d'audience jusqu'au sol ou au toit où elle a été trouvée, n'est-ce pas? Vous devez vous assurer que tout cela était bien verrouillé. Vous voulez aussi vous assurer que tout ce qui est saisi l'est de manière constitutionnelle. Donc, disons par exemple qu'ils obtiennent une adresse pour ce type. Vous voulez avoir un mandat. Je vous garantis qu'ils ont déjà un mandat en grande partie rédigé, un mandat de perquisition rédigé. Il existe un argument selon lequel on peut entrer dans un appartement avec une adresse en invoquant une exception, urgence ou exigence quelconque. Pourquoi prendre ce risque? Vous aurez un juge. Si je poursuis, j'aurai le juge de permanence et son numéro prêt. Il saura que je pourrais... L'appeler à tout. J'ai déjà rédigé chaque partie de ce mandat, il ne me reste qu'à compléter ce qui manque. Les éléments de base sont déjà posés. Vous savez, en septembre, c'était quoi, le 11? C'était le 11? Oui, le 10 septembre à l'heure des faits, j'aurai tout dans un document prêt à être complété selon mes besoins. Vous recevez un mandat, il faut que tout soit parfait, en ordre, ceinture et bretelles. Imaginez s'il violait le 4e amendement avec une perquisition illégale et perdait la preuve, ou s'il l'interrogeait en bafouant ses droits du 5e amendement, ce serait catastrophique. C'est pourquoi je dis toujours que dans ces affaires très médiatisées, et surtout dans les cas où il y a autant de preuves contre un accusé, cela peut prendre un peu plus de temps. Et je dis toujours que pour ces crimes, comme ceux qui sont les plus médiatisés, il faut être encore plus prudent. Les procureurs doivent s'assurer qu'ils font tout ce qu'ils sont censés faire, parce que la pire chose qui pourrait arriver, c'est... Supposons qu'ils obtiennent une condamnation annulée ou une affaire rejetée. Que dire à la famille de la victime? Ça arrive parfois, des gens perdent des affaires à cause de ces techniciens. Cela devrait toujours être le cas, surtout pour une affaire très médiatisée. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il faut s'assurer que tout est parfaitement en ordre. Et encore une fois, il vaut mieux pécher par excès de prudence. Faites ce qu'il faut. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, puis-je critiquer Kash Patel un instant? J'allais justement vous en parler. Il y a eu vraiment beaucoup de confusion. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire, parce qu'il y a eu des informations sur une personne d'intérêt qui avait été identifiée, n'est-ce pas? On parle de cette photo. Un individu a été placé en garde à vue, puis relâché après interrogatoire, comme l'a indiqué le directeur du FBI, Kash Patel. Il y a une distinction entre une personne d'intérêt, un individu et un suspect. Je veux dire, la communication via X hier semblait suggérer qu'ils avaient attrapé le tueur. Je l'ai vu, et je pense que la personne avec qui j'étais, je ne veux pas le dire. Mais la personne avec qui j'étais, j'ai juste dit « Oh, ils l'ont eu, bien ». C'est ce que je pensais. Ouais, et puis quelques minutes plus tard, « Oh, Cash Bill, oh, oups, tu ne peux pas ». Quoi? C'est que ça. Il y a eu une grosse erreur. C'était de l'amateurisme. Dans ce cas où il faut informer les médias et le public, n'est-ce pas? Les gens reconnaissent que ce soit le gouverneur ou le chef de la police d'État, peu importe. Vous avez effectivement l'obligation de nous tenir informés. Vous ne pouvez pas affirmer cela, c'est le pire scénario où l'on dit qu'on a arrêté le suspect alors que ce n'est pas vrai. Écoutez, c'est une erreur de débutant de Kash Patel. Il n'a jamais travaillé dans les forces de l'ordre, il a peut-être été procureur local ou avocat de la défense. Mais le message n'était-il pas intéressant? Ce n'était pas comme « nous avons le tueur » ou « nous avons le suspect ». C'était « nous avons le sujet ». Oui, mais c'est vrai. Sujet est un terme technique. Dans une certaine mesure, au ministère de la Justice au niveau fédéral, quand Kash Patel est la fédérale, cela désigne une personne potentiellement inculpable. C'est comme une cible. Le sujet, puis observer, c'est cette classe moyenne. Mais tu ne peux même pas mettre ça.
Personne dans le grand public n'ira. Faire cette distinction. Tu sais, tu ne peux rien dire tant que tu n'es pas sûr d'avoir le gars. Tu as souvent couvert ce genre d'affaires. Tu penses qu'ils vont retrouver le tireur présumé avec la récompense de 100 000 $? Je pense qu'ils vont le retrouver. Hier, j'ai dit qu'il leur fallait au moins une de ces trois choses, voire les trois, pour l'attraper. L'arme, ses éléments, les munitions, les douilles, tout cela. La priorité, c'est la balistique, puis le véhicule. Je doute qu'il l'ait. L'image vient en troisième. Ils ont la balistique et une image, ils doivent donc savoir qui c'est. Je suis sûr qu'ils le connaissent et qu'ils sont chez lui. Je suis certain qu'ils sont chez lui, probablement dans sa résidence universitaire. Ils interrogent sûrement ses connaissances. Avec ces deux éléments, ils le retrouveront sûrement. J'étais nerveux car il y a un scénario où ils n'ont pas, tu vois, probablement qu'une seule chance. S'il ramasse sa douille usagée, s'en va et emporte l'arme avec lui. Ils n'ont pas de vidéosurveillance, donc ils ignorent s'il utilise un véhicule ou s'il part à pied. Il y a une façon dont ça pourrait traîner et c'est encore possible, mais je pense qu'avec les images et la balistique, ils doivent connaître son nom. Les déplacements et la photo du suspect a été publiée. Voilà pour l'aspect criminel. Je veux maintenant vous interroger sur le volet civil. Pourquoi je m'interroge sur la responsabilité civile? NBC rapporte que le chef de la police de l'Université de la Vallée de l'Utah, Jeff Long, a déclaré que seuls 6 policiers étaient présents lors de l'événement avec Charlie Kirk. Il y avait 3000 personnes, tu te souviens, et il a indiqué, je cite, qu'il y avait aussi des policiers en civil dans la foule. Nous nous entraînons pour ce genre de situation et on pense avoir tout prévu, mais malheureusement, ces choses arrivent. On essaie de couvrir toutes les bases. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait, ce qui a causé cet incident tragique. Apparemment, Charlie Kirk avait sa propre équipe de sécurité et il y avait une coordination entre Long et le chef d'équipe de Kirk. Mais je veux dire, je dois poser la question. L'université est-elle potentiellement légalement responsable dans une affaire de décès injustifié, une poursuite pour négligence? Parce que, Ellie, laisse-moi ajouter une chose de plus. Il y a eu des rapports indiquant que la sécurité sur place aurait pu être laxiste. Tyler McGettigan a déclaré à NBC News qu'il était surpris de ne pas avoir été invité à passer la sécurité pour entrer. Bien qu'il ait fallu un billet pour l'événement, il a dit qu'il n'en avait pas eu besoin pour accéder à la zone où Charlie Kirk s'exprimait. Citation, « Personne n'a vérifié le code barre ou le code QR. Il n'y avait aucun point de contrôle pour entrer. Littéralement, n'importe qui pouvait entrer s'il le voulait. » D'autres rapports indiquaient qu'il n'y avait pas de détecteur de métaux installé à l'extérieur de l'événement. Alors commençons par là. Si c'est vrai et que c'est ce qui s'est passé, est-ce que l'université encourt une quelconque responsabilité? C'est intéressant. Au début, nous parlions du service de police local. Vous n'allez pas pouvoir poursuivre un service de police pour négligence, n'est-ce pas? Il y a une immunité civile, tout ça. L'université pourrait être poursuivie pour négligence et manquement au devoir de diligence. Un facteur compliquant la situation est que l'université dira sans doute que tout cela était sans importance. Il n'y a pas de « mais » si le type était un tireur à l'extérieur, peu importe où était le périmètre, à 2000 ou à 200 yards de là, que les codes aient été vérifiés ou non. Pour la foule présente, cela ne conduit pas réellement à ce meurtre. On peut toutefois arguer qu'ils ont été négligents en n'étendant pas le périmètre, peu importe comment ce gamin est monté sur le toit. Nous ne le savons pas. Oui, franchement, je ne serais pas surpris de voir des poursuites. Les gens peuvent poursuivre l'université pour négligence, homicide involontaire ou certains témoins pour préjudice émotionnel. Je comptais justement te demander ça. C'est une chose pour nous de voir ces vidéos, mais être dans cette foule, le voir, puis fuir pour sauver sa vie sans savoir ce qui allait se passer, c'est tout autre chose. L'une de ces personnes a-t-elle une réclamation juridique valable pour préjudice émotionnel intentionnel ou négligent? Il faudrait que ce soit négligent, présumément, personne n'avait l'intention. Pour que cela arrive. Mais oui, je pense que c'est possible. On pourrait voir une action collective. On pourrait voir un groupe se rassembler. Vous savez, souvent, ces affaires finissent simplement par être réglées à l'amiable. Je veux dire, si vous êtes une université, vous allez aller au procès, vous voyez ce que je veux dire, contre ces personnes qui étaient là présentes. Donc, il pourrait aussi y avoir des affaires civiles importantes qui en découleraient. Évidemment, le volet pénal est la priorité absolue. Prions pour qu'il l'attrape de vite. Je l'appelle un gamin car il paraît jeune, mais ce type doit être arrêté rapidement. Ils ont dit que cette personne s'était facilement intégrée à la communauté universitaire. Merci beaucoup, Ellie Honig, d'être venue. J'aimerais bien que tu écrives un autre livre, juste pour que tu puisses revenir ici et voir. Je reviendrai. Peu importe le livre, je le promets. C'est génial, mais c'est vraiment super. J'ai commencé à le lire. C'est vraiment un très bon livre. Si vous aimez les poursuites, les enquêtes et découvrir les coulisses mêlant politique et droit, Ellie Honig est un vrai plaisir. Merci beaucoup.
C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.